I have no idea where they're going to be in 10 days or a year or 2 years, but over time we'll do very well. America, we've got the secret sauce, and it doesn't work all the time perfectly, but you just look at where we go milestone after milestone. Never bet against America. Ne pariez jamais contre l'Amérique. Cette phrase de Warren Buffett a changé la vision de l'investissement en bourse chez de nombreux investisseurs. En 2021, suite à la crise du Covid, il a publié dans sa lettre annuelle aux investisseurs ceci. Au cours de sa brève existence, 232 ans, il n'y a eu aucun incubateur capable de libérer le potentiel humain comme l'Amérique. Et le marché boursier américain continue de surpasser ses homologues européens. En particulier lorsqu'on compare l'indice du S&P 500 avec l'Eurostoxx 50. D'un côté, on a le S&P 500 qui a enregistré une croissance annuelle moyenne de 14,5% au cours des 10 dernières années. Et sur 100 ans, le résultat est encore plus frappant. Une croissance annuelle moyenne de 10,46% par an, dividendes réinvestis. Alors que l'Eurostoxx 50, qui représente les principales entreprises européennes, n'a affiché qu'une croissance annuelle moyenne de 8% au cours des 10 dernières années. Et pour mettre toutes les chances de mon côté, j'ai décidé d'analyser et de sélectionner 5 actions à dividendes américaines de haute qualité que je garderai sur les 20 prochaines années. Mais juste avant de passer à l'analyse de ces actions, j'aimerais te présenter ma méthode d'investissement et sur quoi je me suis reposé pour sélectionner ces actions. Il faut savoir qu'avec l'écosystème Sequoia et avec mes élèves, on s'appuie sur plusieurs piliers pour sélectionner et identifier des actions de très haute qualité. On a le pilier de croissance, le pilier de profitabilité, le pilier de rentabilité, le pilier de santé, le pilier de dividendes et on va finir par un pilier de valorisation. Puis, ces piliers seront décomposés en sous-indicateurs, en ratios financiers, comme je te le présente. Il y aura la croissance du chiffre d'affaires, la marge nette, le ROCE, les dettes EBITDA, la croissance du dividende et pour finir, le PER. Tu vois que chaque pilier est relié à un indicateur. Bien entendu, ici, je reste très évasif parce que le but de cette vidéo est de te présenter des actions et pas d'analyser une action en profondeur. Il faudra qu'ensuite, à ton tour, que tu fasses tes propres recherches et que tu utilises des outils d'analyse pour parfaire et optimiser le choix de tes investissements. On va commencer par cette première action, mais juste avant de commencer, pense à laisser ton plus beau pouce bleu et à t'abonner à la chaîne de Sequoia si le concept de vidéo te plaît. Première action, on va commencer par Mastercard. Mastercard, je pense que tu connais très certainement. C'est une entreprise qui a été fondée en 1966 qui est plutôt reposée sur les services financiers spécialisés dans les paiements électroniques. Quand tu compares la performance, de Mastercard par rapport au S&P 500, on voit très clairement qu'il y a une différence de performance depuis plus de 10 ans. On a, plus 2400% pour Mastercard et 520% pour le S&P 500 dividendes réinvestis. Le modèle économique, c'est-à-dire que comment est-ce que Mastercard va générer de l'argent ? Eh bien, c'est grâce aux frais de traitement des banques et aux commerçants pour l'utilisation de ces cartes de crédit, débit et prépayées. Passons désormais aux données quantitatives. On va premièrement, le pilier de croissance, comme je t'ai expliqué, on va s'appuyer du coup sur le score de croissance sur 5 ans. Tu vois que ici, si on est sur le site FinChat, d'accord, moi j'utilise toujours celui-là, on est à 10,99 du coup CAGR, c'est-à-dire Compound Annual Growth Rate, c'est-à-dire donc ça prend tout simplement annuellement la croissance du chiffre d'affaires. Comme ça nous permet en fin de compte de lisser un petit peu la croissance de l'entreprise, voir un petit peu sa tendance de croissance sur son chiffre d'affaires. Et là, on est sur 5 ans. Tu vois que sur 10 ans, elle reste très bonne. Et sur 3 ans, on a 18,49. Ça reste excellent ici. Donc pour moi, c'est un très bon point. Et même, si on regarde le total revenue ici, qu'on a une tendance vraiment haussière depuis 2014, c'est très positif pour Mastercard. Si on va maintenant sur les marges nettes, on voit que la marge nette, est à 46,09% pour Mastercard. Et le côté positif en plus de ça avec Mastercard, c'est que tu vois que les marges nettes augmentent. Depuis 2014, on était à 38 et on finit en 2023 à 44,6%. Donc il y a une augmentation de la marge nette et ça c'est un super point positif. C'est-à-dire que l'entreprise, par rapport au chiffre d'affaires qu'elle dégage, elle garde de plus en plus de bénéfices au sein de l'entreprise. Ensuite, si on va maintenant sur le ROCE, donc la rentabilité des capitaux employés, ça va prendre en compte tout simplement les capitaux apportés par les actionnaires, donc l'argent apporté par les actionnaires et l'utilisation de la dette. Est-ce qu'une entreprise utilise correctement ses dettes, parce qu'une entreprise peut s'endetter, mais c'est bien
qu'une entreprise s'endette. Mais par contre, il faut bien savoir comment est-ce qu'elle le gère. Est-ce qu'elle fait des acquisitions qui sont rentables? Est-ce qu'elle utilise ses dettes de manière rentable? Ça, c'est important de le voir. Et en effet, quand tu regardes le ROCE, on est à 51,1%. Ça reste très très haut. Passons maintenant sur le pilier de santé. On va voir un peu la dette sur EBITDA. On voit que la dette sur EBITDA diminue depuis 2021. On est à 0,46. C'est-à-dire que l'entreprise peut rembourser ses dettes en moins d'un an avec son EBITDA. C'est-à-dire qu'elle peut le rembourser assez rapidement. Donc ça, c'est un bon point en termes de solvabilité pour l'entreprise. Si on va maintenant sur la croissance du dividende sur 5 ans, eh bien on est à 12,96%. Et quand tu vois bien la performance, tu vois que l'augmentation du dividende de Mastercard est tout simplement exponentielle dans le temps. Donc là, ça nous donne un bon point pour nous, actionnaires qui sont dans les dividendes, enfin qui possèdent une stratégie à dividende. Ici, on voit vraiment que notre rendement à terme augmente in fine si on prend le yield on cost, le YOC. Maintenant, on va passer au PER pour le dernier pilier, le pilier de valorisation. Tu vois que Mastercard est quand même, tu vois, sur le price earning ratio, donc le PER, ici on a 35,33 comparé à Visa où on est à 30,27. Donc on reste quand même cher par rapport à ses concurrents, excuse-moi. Tu vois, Global Payment, même PayPal est très en dessous. Et même, tu vois, si on classe par price to free cash flow, donc ici c'est le prix par free cash flow. Donc ici, par contre, tes prêts également, c'est l'une des boîtes les plus chères. Donc c'est pour ça qu'il faut faire attention concernant à l'évaluation. Pour moi, Mastercard reste quand même une boîte qui est surévaluée quand on prend par rapport à l'industrie et quand on compare par rapport à ses concurrents. Donc, petit point de vigilance là-dessus. Action numéro 2, investisseurs, on va désormais explorer S&P Global. S&P Global a été fondée en 1860. C'est une entreprise fournissant des données financières, des évaluations de crédit et des analyses de marché. Et comme tu peux le voir quand on compare la performance de S&P Global par rapport au S&P 500 dividendes réinvestis, tu vois que le S&P Global, on est à 1732% et comparé au S&P 500, on est à 520%. Donc là encore, c'est une action qui bat le S&P 500 et qui fait même mieux que son indice de référence. Au niveau des chiffres, qu'est-ce que ça va donner sur S&P Global? On a des revenus croissants sur 5 ans à 15,42%. Quand tu compares, tu vois, le total revenu, on voit vraiment que la tendance, en tout cas la linéarité du chiffre d'affaires est très 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 bonne. Donc tu vois que c'est quand même une entreprise qui quasiment un sans faute. Je crois que c'est un sans faute, oui, effectivement, qui génère de plus en plus de chiffre d'affaires, donc très bon point. Ensuite, moi, ce qui m'intéresse toujours, et ça t'es d'accord avec moi, c'est de voir l'évolution des marges. Et quand tu compares les marges de S&P Global, on voit qu'en 2014, par contre, elle était vraiment dans le mal ici. En 2015, elle a évolué. Donc ensuite, on est monté en 2016 à 37 et là, on est à 22. Donc attention ici, petit point de vigilance, on voit que les marges nettes, en tout cas que la marge diminue. Ensuite, si on voit, tu vois, le ROCE, par contre là, ça reste aussi extrêmement positif. Il faut savoir qu'un ROCE supérieur à 20%, c'est excellent. Le ROCE et le ROE, comme disait Warren Buffett dans sa lettre aux investisseurs, il disait que c'est l'un des indicateurs de performance managériale d'une entreprise, c'est-à-dire qu'avec des indicateurs avec un haut pourcentage, eh bien ça te permet de sélectionner des entreprises qui gèrent très bien leur argent, ils emploient très bien leurs capitaux. Donc ici, on est à 29,81%, c'est très très bon. Ensuite, si on passe sur les dettes EBITDA, on voit directement ici, par contre, qu'on est à 2,66, on voit que l'entreprise s'endette cependant. Si on va maintenant sur le dividende, on voit qu'il y a eu un dividende exceptionnel en 2012, là où il y a eu vraiment un gros rebond. Mais on voit sinon que la tendance de fond du dividende permet à S&P Global, tu vois, la croissance du dividende moyenne sur 5 ans est à 11,77%. Tu vois que ça verse un dividende depuis plus de 30 ans. Donc tu vois que c'est très positif. C'est une action qui verse 4 fois par an. Ensuite, ce qui va nous intéresser aussi, c'est de comparer du coup par rapport à l'industrie S&P Global, où est-ce qu'elle se trouve par rapport à son P/E ratio. Et bien encore une fois, il faut payer cher pour des entreprises de qualité, tu t'en doutes bien. Donc ici, on a 49,33 fois ses bénéfices. Et le price to free cash flow, par contre, cependant, c'est pas la plus chère. D'accord ? Si on compare, tu vois, si on filtre ici, on est juste derrière Moody's. Et par contre, sur le PE, en effet, S&P Global est l'une des plus chères, en tout cas, dans son industrie. Vigilance encore sur le PER. Troisième action américaine de haute qualité, Broadcom. Elle a été fondée en 1991 et c'est une entreprise spécialisée dans les semi-conducteurs et les solutions de
connectivité. Quand tu compares, alors là c'est tout simplement exponentiel, je pense qu'on n'a rien à dire dessus. Quand tu compares Broadcom et le S&P 500, on voit qu'il y a une très grosse performance, un écart de performance énorme. Et je sais qu'il y a quand même une hype autour de l'IA depuis 2021-2022. On voit que ça monte très haut. Son modèle économique, son business model, c'est Broadcom vend des puces et de logiciels aux fabricants d'électronique et aux entreprises technologiques. Si on se penche désormais sur les fondamentaux de l'entreprise, et si on se penche sur la croissance du chiffre d'affaires, tu vois que c'est tout simplement linéaire, c'est très bon, on voit que c'est un sans faute depuis de nombreuses années. Ici tu vois, donc en 2023, on est monté à 35,81 milliards, et en 2014 tu vois qu'on était à 4,2 milliards. Donc il y a en effet, là, on coche une très bonne croissance sur le chiffre d'affaires. Ensuite, la marge nette, on voit, elle était à 24,1. Alors, si on prend maintenant la marge sur free cash flow, elle est tout simplement exponentielle. Maintenant, si on prend l'évolution de la marge nette, tu vois qu'on est à 6,2%. Et pour finir en 2023, à 39,3%. Ici, on coche effectivement une belle croissance sur la marge nette. On pourrait même rajouter, parce que je sais qu'il y en a certains qui préfèrent le free cash flow margin. Je suis d'accord, je préfère aussi le free cash flow margin. On voit que c'est super. Tu vois, attends, je vais juste camoufler. Hop, ici. Waouh! Tu vois que l'entreprise dégage de plus par rapport au chiffre d'affaires qu'elle crée, eh bien elle parvient à extraire de plus en plus de free cash flow et on voit que c'est une entreprise qui est donc de plus en plus croissante, de plus en plus rentable et c'est pour ça du coup qu'on a une super belle croissance à la fois sur le chiffre d'affaires et sur le cours de bourse. Si on prend le ROCE, ici on a 13,84%, le ROE à 30,73%, ça reste une entreprise extrêmement rentable sur ses capitaux. Les dettes sur EBITDA, on est à 1,2, c'est-à-dire que là voilà, c'est une entreprise en plus de moins en moins endettée, de plus en plus solvable, c'est-à-dire qu'elle peut rembourser ses dettes avec son EBITDA de plus en plus rapidement, tu vois en 1,2 ans environ, c'est ça qu'on dit. Et la croissance du dividende, si on remonte un petit peu, on voit que la croissance dividende par contre c'est exponentiel, c'est 15,97% en moyenne sur 5 ans. Tu vois que là depuis 2010 et là si on remonte, tu vois en 2022 et 2024, ils ont prévu un dividende tu vois, de 21 $ par action. Vers ce dividende depuis 14 ans, 4 fois par an. D'ailleurs à la date où a été tournée cette vidéo, tu vois, ici c'est le 24 juin l'ex-dividende, ici c'est la date de détachement du dividende. C'est-à-dire qu'il faut acheter avant l'action de la date ex-dividende pour percevoir ton dividende. Si tu achètes à J-1 ton action, de toute façon tu regardes, je te mets juste une petite infographie là concernant la date de détachement du dividende avec l'assemblée générale, date de détachement et date de paiement du dividende. Il faut bien respecter ces dates là parce que sinon si tu sors de là, tu peux pas recevoir tes dividendes et souvent on me pose la question, Sony, j'ai pas reçu mon dividende, pourquoi? Eh bien c'est peut-être en partie à cause de ça. Et puis pour finir, investisseur, on va passer donc sur le pilier de valorisation. On voit que Broadcom est légèrement derrière Nvidia. Avec un PI quand même très surévalué quand même par rapport au S&P 500, tu vois. En gros, le S&P 500 en moyenne sur 25 ans, c'est 16,83 fois les bénéfices. Tu vois que là, on est très largement au-dessus quand même. Quand on voit, tu vois, Texas Instruments ou Qualcomm, ça reste quand même, tu vois, très bas. Là, on est très haut, on a des attentes assez haute sur ces deux entreprises-là, pour ça qu'elles sont payées extrêmement cher. Donc là, est-ce que c'est le moment de rentrer ou pas? Moi, personnellement, c'est mon avis personnel, ça reste très haut. Pour moi, j'attendrai que ça se calme un peu avant de rentrer sur ce genre d'entreprise. À moins, tout dépend encore de ton horizon de temps, mais rentrer maintenant, pour moi, je pense que il faut savoir mesurer les risques. Pour moi, ça reste très cher. Quatrième action, on va changer un petit peu d'industrie, on va passer sur Snap-on. Snap-on a été fondé en 1920 et c'est une entreprise spécialisée dans les outils et équipements professionnels. Son business model, qu'est-ce que c'est? Eh bien, elle va vendre directement aux professionnels de l'automobile, de l'industrie et de l'aviation, ainsi qu'aux techniciens via des franchisés et des distributeurs. En gros, elle va vendre des outils et des équipements à ce genre de professionnels. Maintenant, si on regarde par rapport au S&P 500, on voit que depuis 2010, eh bien, ça surpasse toujours le S&P 500. Tu vois que Snap-on en violet a fait 727%, contrairement au S&P 500 qui a fait 520%. Mais juste avant de passer au chiffre de Snap-on, si tu es intéressé à rejoindre un écosystème, l'écosystème Sequoia, qui est capable de bâtir ton avenir financier et de créer une richesse durable tout en générant des revenus passifs, eh bien, tu peux rejoindre l'écosystème Sequoia. Et en plus de ça, je te partage tous mes outils pour apprendre à sélectionner des actions de qualité. Tu as une seule chose à faire, à cliquer sur le premier lien
dans la description. Tu peux réserver un appel avec moi ou un membre de mon équipe et on saura t'expliquer comment est-ce que l'écosystème Sequoia et son programme peuvent t'aider à construire une richesse durable grâce à l'investissement en bourse. Et ça, de manière très simple. On reprend sur Snap-on. Sur le pilier de croissance, ça reste beaucoup plus modeste que ce qu'on avait connu auparavant. Donc là, on a un revenu sur 5 ans de 4,73%. Mais si on regarde, tu vois, la croissance, la linéarité de la croissance du chiffre d'affaires de Snap-on, ça reste quand même bon, ça reste moyen tout de même, mais on voit qu'on a quand même une belle croissance sur le chiffre d'affaires. Ensuite, si on va sur les marges nettes, on voit que la marge nette quand même, ce sont d'excellentes marges, surtout sur ce secteur. On est à 20,06% de marge nette, avec une marge sur free cash flow également de 21,65%. Et c'est surtout grâce à la croissance de ces marges que Snap-on est une entreprise extraordinaire, en tout cas que je considère extraordinaire. Quand tu regardes les marges nettes, tu vois, sur 2015, on était à 12,1%, pour monter et pour finir en 2023 à 19,8%. Et c'est exactement pareil, tu vois, avec les marges sur free cash flow. Les marges sur free cash flow, on était à 9,2% pour monter à 21,7%. Donc ça reste extrêmement bon. Et si tu prends les retours sur les capitaux employés, on est à 20,42%. C'est très haut, c'est très bon. Et de même que le ROE, extrêmement bien maîtrisé. Les capitaux et les rentabilités sont extrêmement bonnes. C'est une entreprise parfaitement bien gérée sur le pôle management. Ensuite, si on va sur les dettes sur EBITDA de Snap-on, on peut voir que c'est aussi une entreprise qui maîtrise parfaitement bien ses dettes et sa solvabilité. On voit qu'en 2018, on était à 0,94 sur sa dette sur EBITDA et maintenant, on est à 0,2. C'est extrêmement positif aussi. Si on va maintenant sur la croissance du dividende, là aussi, on voit que ça nous donne un indicateur, tu vois, sur la qualité de gestion du management de l'entreprise et du respect envers ses actionnaires. On voit que depuis 2003, elle ne fait que, alors on va prendre 2005, tu vois, on était à 1$, elle ne fait que augmenter, tu vois, son dividende. Alors des fois, il y a eu du surplace, mais on voit que ça augmente très progressivement son dividende. Et ça, c'est dû certainement aussi à la croissance de son free cash flow, parce qu'elle est capable de dégager de plus en plus de free cash flow et donc de pouvoir ensuite redistribuer un peu plus son dividende. Donc tu vois, on est à verse 4 fois par an, à verse sans interruption depuis plus de 30 ans et on a une croissance sur dividende, tu vois, sur 5 ans de 14,48%. C'est extrêmement bon. Et si on compare maintenant par rapport à ses concurrents, on voit que Snap-on est une entreprise sous-évaluée à l'heure actuelle. On est à 13,75 fois ses bénéfices. Stanley Black & Decker est largement très sous-évalué actuellement, mais tu vois que par rapport à ses concurrents, ça reste quand même sous-évalué. Bien sûr, d'accord. Il n'y a pas la même croissance, mais ça reste quand même bon pour une entreprise qui est à ce prix-là. 5e et dernière entreprise, mais juste avant de passer à cette toute dernière entreprise, investisseur, pense à laisser ton plus beau pouce bleu et à t'abonner à la chaîne de Sequoia si tu veux voir d'autres contenus de ce genre et apprendre avec moi à analyser et à choisir des actions. 5e action, Applied Materials. C'est une entreprise américaine spécialisée dans les équipements et services pour la fabrication de semi-conducteurs. Le business model de Applied Materials, c'est des ventes d'équipements, logiciels d'automatisation et services de maintenance pour la production de puces électroniques, des semi-conducteurs principalement. Et quand tu compares par rapport au S&P 500, c'est pareil. De toute façon, la majorité des entreprises qui sont dans le secteur des semi-conducteurs surperforment en ce moment. On a, tu vois, comparé au S&P 500, on a, tu vois, une performance de 2593% et un S&P 500 de 541%. Donc là encore, largement surperformé. Les revenus sur 5 ans, on est à 11,74%. Et les revenus, tu vois, la linéarité des revenus, c'est tout simplement exponentiel depuis 2014. Tu vois, 2014, on était à 9 milliards pour finir en 2023 à 26,5 milliards. Extrêmement bonne entreprise. Si on va sur les marges nettes également, les marges nettes sont extrêmement hautes. Je ne sais pas si je te l'ai dit, mais pour moi, des marges nettes supérieures à 20%, c'est extrêmement bon. Ici, on a 27,56%. Et si on regarde désormais l'évolution de la marge nette,
Alors on prend toujours les deux parce que je sais qu'il y en a qui aiment bien aussi le free cash flow. Hop, on va cacher ça. Tu vois que je me trompe pas. Voilà, on voit que la marge nette également, ça c'est un signe très positif envoyé pour nous. C'est une entreprise qui maintient, qui gère extrêmement bien ses coûts. Et donc tu peux voir qu'elle dégage de plus en plus de marge pour générer de plus en plus de résultats nets. Et donc si on regarde de même que le free cash flow pareil, on a commencé à 17,2 sur la marge sur free cash flow pour finir à 25,7. Encore une fois, c'est une entreprise qui dégage de plus en plus de marge pour s'enrichir. Alors maintenant, si on va sur le pilier de rentabilité avec les retours sur les capitaux employés, on voit qu'on est à 33,1%. Très bien géré également. Le ROE à 45,32%. Ici, ça nous renvoie encore un signe très positif dans la qualité du management. Ensuite, si on va sur le score de santé au niveau de la dette sur EBITDA, on voit que depuis 2018 à 2018, on était à 0,35. On voit qu'on a eu des hauts et des bas, mais on voit que c'est une entreprise qui est extrêmement solvable. Ici, on est à moins 0,07, c'est-à-dire qu'elle peut rembourser à l'instant T toutes ses dettes avec son EBITDA. Ça reste très bon. Maintenant, passons aux dividendes afin de savoir si nos dividendes peuvent être maintenus et augmentés dans le temps. Et en effet, depuis 2005, tu vois qu'elle augmente son dividende de manière exponentielle dans le temps depuis plus de 19 ans, 4 fois par an. Et on voit que ça donne donc un score de croissance sur dividende sur 5 ans de 10,92%. Et si l'on compare maintenant Upload Material par rapport à son concurrent, alors tu t'en doutes bien, on est sur le même secteur que Broadcom et c'est là que ça va devenir intéressant. C'est que là, moi, je remarque que Upload Material est sous-évalué par rapport à ses concurrents dans cette industrie-là. Est-ce que c'est une opportunité ou non? Moi, en tout cas, je considère que dans ce secteur-là, oui, en effet, Upload Material est sous-évalué. Quand tu prends de même, tu vois les deux, quand tu prends par rapport à son prix, tu vois, son price earning ratio, on est, tu vois, avant-dernier, on est à 27,06. Et si tu prends, par contre, le price to free cash flow, on voit qu'on est légèrement au-dessus, cependant, par rapport à ce ratio financier-là. Et ça, tous les indicateurs que je t'ai présentés à l'heure actuelle sont disponibles au sein de l'écosystème Sequoia. Si tu veux, nous, on part du principe qu'en sélectionnant les bonnes actions à dividendes, nous sommes capables d'à la fois battre le S&P 500 et de générer de plus en plus de revenus croissants grâce aux dividendes. Et si donc tu veux te former et rejoindre ce programme-là, eh bien, tu peux réserver un appel qui est 100% gratuit avec moi ou avec un membre de mon équipe. C'est le premier lien dans la description et on saura t'expliquer en quoi le programme et comment est-ce que le programme peut t'aider. Investisseur, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle t'aura plu. Pense à laisser un petit pouce bleu et à t'abonner à la chaîne de Sequoia si le contenu t'a plu. Et j'aimerais que tu me dises en commentaire quelle action américaine de qualité est-ce que toi, tu préférerais choisir s'il n'y en avait qu'une seule et que tu pouvais en choisir qu'une seule seulement. Moi, je t'avoue ici, sur la liste que j'ai choisie, ce serait principalement Mastercard avec ses fortes rentabilités et ses fortes marges. Bien sûr, ceci ne représente pas un conseil d'investissement. Investisseur, je te souhaite une très belle journée ou une très belle soirée selon l'heure à laquelle tu m'écoutes. C'était Sony, à très bientôt.